Assalamu alaikum. Bonsoir. Dans cette séance, je vais continuer à calculer des primitives de fonctions rationnelles en sinus et cosinus. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième règle de Bioch de changement de variable. Nous allons calculer cette intégrale, mais nous allons utiliser deux méthodes. Une première méthode en utilisant le changement de variable suggéré par la règle de Bioch et une deuxième méthode intéressante sans utiliser de changement de variable. On y va. Je vais donner d'abord cette règle de Bioch numéro 3. Nous avons utilisé la règle numéro 1 qui nous suggère de faire le changement de variable u égale sinus de t, la règle numéro 2 qui nous suggère de donner le changement de variable u égale cosinus de t, et cette règle, troisième règle, lorsque vous avez la différentielle f de t d de t, évidemment toujours f de t c'est une fonction rationnelle en sinus et cosinus. Un polynôme en sinus et cosinus sur un polynôme en sinus et cosinus. Si cette forme différentielle reste inchangée lorsqu'on remplace t par pi de t, alors on peut utiliser le changement de variable x égale tangente de t. Alors comme je l'ai dit dans les séances précédentes concernant ce changement de variable, c'est une proposition de changement de variable qui marche, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur changement de variable. Il y a un autre changement de variable qui parfois peut être plus simple, qui est un changement universel que nous allons voir dans une quatrième séance. Mais celui-là marche lorsque vous avez cette propriété f de t, d de t reste inchangé en changeant t par pi de t. Alors, nous avons ici, dans cet exercice, comme vous voyez, cette intégrale. Alors, nous prenons cette forme différentielle. Elle ne change pas si je remplace t par pi de t. En effet, si je remplace t par pi de t, alors le sinus de pi de plus t va être moins sinus de t, le cosinus de pi de plus t va être moins cosinus, donc il va se créer un signe moins ici, qui sera détruit grâce à sinus de pi de t qui est moins sinus de t. d de pi plus t égale d de t. Donc finalement, moins sur moins, là, cette forme différentielle reste inchangée dans ce remplacement de t par pi de t. Et donc on peut utiliser cette méthode de changement de variable en posant u égale tangente de t, et ce sera notre première méthode. Bon, alors, tout le monde sait que la dérivée de tangente de t, c'est 1 plus tangente carré de t. Sinon, il suffit de dériver sinus sur cosinus par la règle de dérivation du quotient de deux fonctions. On trouve soit 1 plus tangente carré de t, ou bien ce qui est équivalent 1 sur cosinus au carré de t, c'est la même chose. Donc, cette intégrale, alors maintenant, je vais la mettre, ces termes-là, je vais les mettre en tangente. Alors, qu'est-ce que je pense à diviser par cosinus, numérateur et dénominateur? Donc, se crée tangente de t dans le numérateur, et dans le dénominateur, lorsque vous divisez par cosinus, vous avez cosinus sur cosinus, c'est 1, et sinus de t sur cosinus de t, c'est tangente. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire de ce d de t? Je n'ai rien faire, je ne vais rien faire. Juste, je vais multiplier numérateur et dénominateur par 1 plus tangente au carré, là et là. Du coup, ceci me donne du, et là j'ai, si je pose u égale tangente de t, j'ai u sur 1 plus u multiplié par 1 plus u2, et ça c'est d. Donc, ce changement de variable nous permet de trouver i de t sous cette forme, et là c'est une intégrale de fonction rationnelle. Polynôme sur polynôme. Il n'y a plus de sinus ni de cosinus. La méthode que nous faisons pour ce genre d'intégrale, c'est de décomposer la fonction, ou plutôt, décomposer en éléments simples,
Voilà, alors je vais rappeler un petit peu c'est quoi les éléments simples. Ce sont, d'abord, il faut factoriser le dénominateur. Bon. Si le numérateur a un degré supérieur ou égal au dénominateur, il faudra faire une division euclidienne, de sorte que vous ayez un polynôme plus une fraction rationnelle avec numérateur de degré inférieur strictement au degré du dénominateur. Ici, c'est le cas, on n'a pas besoin de faire une division euclidienne. Alors, quels sont les éléments simples? Nous avons dans le dénominateur déjà factorisé en éléments irréductibles. Quels sont les polynômes irréductibles? Que ce soit dans ici on travaille dans R. Hein. Les polynômes irréductibles sont ceux qui sont du premier degré, comme celui-là, ou bien ceux qui sont du second degré sans racine. Sans racine, ça veut dire que son delta est strictement négatif. Donc, je n'ai qu'à mettre... Alors, lorsqu'on a un élément simple avec un dénominateur de degré 1, on met une constante sur ce dénominateur. Mais s'il est de degré 2, le polynôme irréductible du degré 2, alors on doit mettre Cu plus T sur 1 plus sur ce polynôme de degré 2. Une façon très simple de le savoir, vous avez le degré 2, là vous mettez degré 1. Ici, vous avez le degré 1, vous mettez le degré 0, c'est-à-dire une constante. Mais attention, si par exemple vous avez ici O au carré, je dis par exemple, ce n'est pas le cas ici, c'est pas très clair, je dis par exemple, si vous avez ici 1 plus U2 au carré, alors qu'est-ce que vous devez? Vous devez ajouter ça. 1 plus U2 au carré. Vous ajoutez un autre élément simple. Et toujours parce qu'il est un polynôme irréductible de degré 2, vous mettez alors une autre constante à trouver. Disons par exemple alpha U plus gamma. S'il est de degré 3, on ajoute encore alpha prime U plus bêta prime sur 1 plus U2 à la puissance 3 et ainsi de suite. Mais là, heureusement, on n'a pas le degré 2, donc tout ça, on va l'effacer et on va continuer. La prochaine étape, c'est quoi? C'est de trouver ces constantes A. Alors, je n'ai pas mis B. A, C, D. Peu importe. Alors là, j'ai mis U, A, B et C sont des constantes réelles à trouver. En fait, comme j'ai mis C, je dois trouver où A, C et D sont des constantes réelles à trouver. Mais ce n'est pas important, vraiment, ce n'est pas important. Alors, comment trouver A? Ici, nous n'avons pas de puissance de ce polynôme irréductible. Pour trouver A, on multiplie par 1 plus U et on remplace par celui qui annule ça. C'est quoi? C'est moins 1. Donc là, si je multiplie par 1 plus U, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça qui va s'en aller. Et là, je vais avoir 1 plus U. Vous voyez? Et là, évidemment, je l'ai multiplié par 1 plus U. Bon, voilà, celui-là, il est effacé. On n'a que la constante. Si vous remplacez U par moins 1, U par moins 1, G de U, quand vous le multipliez par 1 plus U, il s'en va ici. Disons G, pardon, je m'excuse. Alors ça, je dois l'effacer, ce 2, il n'est plus là. C'est juste pour vous expliquer. Voilà. Donc, si je multiplie G de U par 1 plus U, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça. Ça, il va disparaître. Juste ça. Remplacez U par moins 1, vous trouvez moins 1 sur 1 plus 1. C'est-à-dire, alors tout ça, c'est moins 1,5. Donc A égale moins 1,5. Pourquoi A égale à moins 1,5? Quand vous remplacez ici, vous trouvez 0. Parce que ça, c'est remplacer U par moins 1, ça donne 0. 0 fois quelque chose qui est défini, donc 0. Et là, on trouve A égale la limite de ceci quand x tend vers moins 1, c'est moins 1 sur 1 plus 2, donc c'est moins 1. Voilà. D'accord? Bon, alors maintenant, pour trouver les constantes AB. Moi, j'utilise une astuce, c'est ce que l'on fait pour les réels, on le fait aussi pour un polynôme irréductible, surtout s'il est de la forme 1 plus U2. Je peux vous dire que souvent, on a 1 plus U2 ou bien U2 plus U plus moins 1
c'est-à-dire des polynômes irréductibles qui ont pour racine souvent un i, moins i, j, moins j, etc. Là, la racine, c'est i. Donc, je vais faire la même chose. Je vais remplacer u par... après avoir multiplié par ce terme, 1 plus u2, je remplace u par i. Donc, voilà. G de u, on va le multiplier par 1 plus u2. Donc, on va multiplier par 1 plus u2. Je n'ai pas de place pour l'écrire, donc imaginez que ceci, 1 plus u2 fois g de u. Donc, celui-là, il va disparaître. On a juste... Là, qu'est-ce que je vais avoir? Celui-là, il va disparaître. Mais là, je vais avoir 1 plus u2 ici à multiplier. Je n'ai pas de place, donc je mets 1 plus u2 entre les parenthèses. Et là, 1 plus u2. Voilà. 1 plus u2. Voilà ce que ça donne 1 plus u2. C'est u sur 1 plus u. Vous remplacez par i. Qu'est-ce que vous aurez? I sur 1 plus i. I sur 1 plus i, vous multipliez par le conjugué et vous trouvez ici 2. Et là, vous trouvez i que multiplie i 1 moins i. Vous trouvez i plus 1. Et de l'autre côté, là, vous trouvez ci plus d. Là, c'est 1 plus u2, comme on a multiplié par ça. Si je mets i là, ça donne 0. 0 fois a plus a sur 1 plus i, ça donne 0. Donc, finalement, j'aurai ci plus d est égal à ça. En identifiant partie réelle, partie imaginaire, on trouve c égale 1,5 et d égale 1,5. Voilà, j'ai trouvé tous mes constantes. Je rappelle que j'ai déjà fait des cours d'algèbre sur la décomposition et le simple dans des cas assez compliqués. Vous pouvez voir les vidéos précédentes que j'ai faites sur cette notion de décomposition en éléments simples. Voilà le résultat. Donc les constantes sont là. A égale moins 1,5, C égale D égale 1,5. Voilà ce que nous avons à intégrer après avoir remplacé A par moins 1,5, C et D par 1,5, donc 1,5, voilà. Voici les intégrales que j'ai. La première est très facile, c'est moins 1,5 log de 1 plus u. La deuxième, je vais la découper, plutôt la décomposer en deux intégrales. D'abord l'intégrale de ce dénominateur, l'intégrale de ça, qui est ce que vous voyez en bas, plus l'intégrale de ça. N'oubliez pas le 1,5. Le 1,5. Alors pourquoi c'est un quart? Parce que j'ai multiplié par 2 et divisé par 2, donc ça fait un quart de u. Vous imaginez pourquoi j'ai mis le quart, le 2u, pour avoir la dérivée de 1 plus u2. Là, c'est une arc tangente de u. N'oubliez pas le 1,5. Là, j'ai multiplié par 2 pour avoir ici, ça devient un quart. Et là, j'ai la dérivée sur 1 plus u2. Donc, c'est un quart log de 1 plus u2, plus c. Vous voyez quand c'est un terme qui peut avoir un signe négatif, je mets les valeurs absolues. Quand c'est positif, ici strictement supérieur à 1, le log est défini, je ne mets pas de valeur absolue. Et même si je l'ai, mais ce n'est pas grave, mais ici c'est strictement positif. Voilà ce que je trouve. Très bien. Alors, je vais rappeler une chose. Moi, je ne m'intéresse pas où c'est défini. Je m'intéresse simplement comment calculer les primitives. Alors, tout ça, c'est lorsque c'est défini. Évidemment, il faut éviter le u égale moins 1. Donc, il faut dire, on a défini quoi? Tangente de u est égale, il faut éviter tangente égale moins 1. Donc, vous devez éviter pi sur 4 et moins pi sur... alors, tangente égale moins 1. C'est quoi? C'est moins pi sur 4 plus 4pi. Tout ça, je ne m'intéresse pas à ça. Simplement, comment calculer? Voilà. Donc, j'ai trouvé cette relation pour A de U. N'oubliez pas que A de U, c'est I de T, où on a remplacé T par la nouvelle variable. Il suffit de revenir à la variable T, sachant que U égale tangente de T. Bon, alors je remplace U par tangente. Dans le premier, voilà ce que ça donne. Dans le deuxième, je remplace tangente, mais sachant que arc tangente de tangente, c'est des fonctions réciproques, donc ça donne toujours ceci dans le T.
arc tangente de tangente. Donc ça donne T. Alors on passe à la page suivante. Voilà pour voir. Donc voilà, donc on a recopié ceci, voilà. Alors arc tangente de tangente, c'est T. Et ici, 1 plus tangente au carré, voilà, U au carré, 1 plus tangente au carré. Donc ça donne T, T sur 2. Maintenant, je vais un petit peu... la tangente, c'est pas très pratique, je veux les sinus et les cosinus. Donc tangente, c'est sinus sur cosinus. Je peux réduire au même dénominateur, donc ce sera cosinus plus sinus divisé par cosinus. Le 1 demi t, je l'ai mis au début. Donc là, on a moins 1 qui multiplie cette quantité. Et alors, cette relation trigonométrique, 1 plus tangente au carré, je l'ai dit tout à l'heure au début, la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente au carré de t, mais c'est 1 sur cosinus au carré. 1 sur cosinus au carré, c'est cosinus de t à la puissance moins 2. Quand je le mets ici, exprès pour la puissance, lorsqu'on a logarithme de cosinus moins 2 au carré, le moins 2 va sortir. Donc, moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi. Et là, qu'est-ce qui reste? Attention, il ne reste pas cosinus. Valeur absolue de cosinus plus c. D'accord? Et là, j'ai log, en faisant en facteur moins 1 demi, j'aurai log de quelque chose plus log de quelque chose. Je vais multiplier ici de quelque chose, à savoir cette valeur absolue avec l'autre. Et quand je multiplie, alors quand je multiplie, évidemment, cosinus sur cosinus vont se simplifier. Voilà la relation que je trouve. C, c'est une constante. À chaque fois que vous calculez une primitive, vous devez ajouter une constante. Donc le C, c'est une constante quelconque réelle. Voilà le résultat par cette méthode de changement de variable. Voyons maintenant la deuxième méthode pour calculer cette intégrale sans changement de variable. Alors, si je crée cette intégrale j de t, nous avons au départ cette intégrale à calculer. Je pose j de t égale l'intégrale de cosinus de t sur le même dénominateur qu'ici, cosinus plus sinus de t. Alors, en ajoutant ces deux intégrales, je trouve l'intégrale de 1 égale d de t. Alors, comment ce genre de truc, j'ai déjà vu ça par le passé quand je faisais des travaux dirigés de première année, mais moi, je suis tombé, donc cette semaine, quand je commençais à chercher un exemple où je peux utiliser la règle de Bioch, je suis tombé sur cette intégrale. J'ai oublié ce truc-là. Alors, juste parce que je voulais faire une petite modification, je suis tombé sur l'idée d'ajouter ces deux intégrales et je trouve 1. Voilà, l'intégrale de 1, c'est t plus k. Très bien. Mais ce n'est pas suffisant pour calculer i et j. Je dois avoir une autre équation. Alors, évidemment, on pense à faire la différence j moins i ou i moins j. Et quand je fais cette différence, il faut prendre moins i plus j pour trouver ici la dérivée du dénominateur. Et donc, l'intégrale, ce sera logarithme de cosinus de t plus sinus de t en valeur absolue. Quand on a un système de deux équations, évidemment avec un système indépendant, si vous voulez ici, la matrice 1, 1 moins 1 est inversible. Donc là, on peut tirer i et j. Comment? Par exemple, si j'ajoute, je trouve 2j de j de t est égal à la somme de t plus k1 et de ce logarithme plus k2. Je divise par 2 et je trouve j. Si je fais par contre la différence, je trouve 2i est égal à la différence de cette quantité-là moins celle-ci. Et je divise par 2. Donc tout ça, cette addition, je la divise par 2 pour trouver i. Voilà donc les relations que l'on trouve. Évidemment, vous remarquez que c'est la même. I, c'est la même valeur que nous avons trouvée tout à l'heure, qui est là. Alors voilà, merci de votre attention et de votre fidélité.
Et un petit encouragement en mettant un like pour la vidéo si vous l'avez aimé, évidemment. Et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.